Donc Jérôme, il avait un sujet qui n'était pas facile, hein, intéressant, c'est le séquençage des biothérapies dans les Mickey. Donc Jérôme qui s'est installé depuis peu maintenant à Cagnes-sur-Mer, qui a quitté le CHU et qui découvre le plaisir d'exercer en libéral. Ça va, ça se passe bien? Oui, très bien. Bonjour à tous. Donc j'avais pour mission d'essayer de vous parler du séquençage des biothérapies en 10-12 minutes, ce qui est un peu compliqué. On va essayer de faire vite en insistant plus sur la RCH où il y a un petit peu plus de choses qui bougent avec de nouvelles AMM, de futurs nouveaux remboursements qui vont nous permettre d'élargir notre panoplie de traitements. Donc pour les patients, quand vous posez la question finalement de dire quel traitement je vais mettre en place, donc là on est vraiment sur les biothérapies, donc a priori échec des traitements conventionnels. Déjà les 4 questions que vous devez vous poser, c'est est-ce que mon médicament est efficace ? Est-ce qu'on a un profil de tolérance qui est acceptable pour les patients? Est-ce que le médicament est remboursé? En France, par rapport à l'Europe, on a beaucoup plus de contraintes sur les lignes thérapeutiques qu'on peut utiliser. Et enfin, est-ce que le patient va accepter le type de traitement que je lui propose, notamment la voie d'administration? Et à côté de tout ça, il y a plein d'autres facteurs qui vont entrer en ligne de compte. Le type de Mickey, Crohn, RCH, est-ce que c'est une maladie sévère? Quelle est son extension? L'ancienneté de la maladie. Vous savez que plus on agit tôt dans le cours évolutif de la maladie, et plus les médicaments ont une chance de marcher. Alors que sur des maladies qui ont plus de 5 ans d'évolution, c'est souvent un petit peu plus compliqué. L'âge du patient, les comorbidités, l'observance en fonction de ce qu'on propose est importante. Votre expérience est également fondamentale. Vous allez probablement plus et mieux prescrire un médicament que vous êtes habitué d'utiliser. L'accessibilité à un hôpital de jour, c'est également important, notamment pour les thérapeutiques par voie intraveineuse. Les patients qui ont des antécédents de cancer, la grossesse, c'est également un critère de choix du traitement. Le type de traitement, si on veut quelque chose qui agit vite, vous savez qu'il y a des délais d'action en fonction du type de traitement qu'on utilise. Moi, je pense aux immunosuppresseurs comme l'azatioprine que j'utilise de moins en moins pour cette raison, pour le côté action retardée et notamment profil de tolérance. Le type de ligne thérapeutique antérieure, vous allez voir que la première ligne et la deuxième ligne peut être influencée par la première ligne. Et enfin, les manifestations extra-intestinales, et là je pense notamment aux pathologies rhumatologiques ou dermatologiques, vont potentiellement faire modifier le type de traitement qu'on utilise. Alors l'acceptabilité des patients, ça c'est quelque chose d'hyper important. Ça c'est une étude que vous avez certainement vu passer, qui a été récemment publiée. C'était une étude en fait, où un questionnaire était proposé aux patients. Et quand on distingue les patients bio-naïfs, donc vraiment la première ligne de thérapeutique, vous voyez qu'en première intention, c'est la voie orale spontanément qui les intéresse plus que des injections sous-cutanées ou intraveineuses. Après, c'est le sous-cutané plus que l'intraveineux, et plus les injections sont espacées, plus ils l'acceptent. Et c'est vrai qu'avec l'ustekinumab, vous savez qu'on a des schémas à toutes les 12 ou toutes les 8 semaines, donc c'est assez confort pour le patient. Et après, plus on descend, plus on passe sur des sous-cutes rapprochés, ou de l'intraveineux rapproché, par exemple, à toutes les 4 semaines. Et par contre, quand on passe sur des patients qui ont déjà bénéficié de traitements par voie intraveineuse, vous voyez qu'en première intention, si on leur propose du sous-cutané espacé, ça va. Et par contre, le traitement oral une fois par jour, vous voyez, c'est aussi bien accepté que de l'intraveineux toutes les 8 semaines. Et un patient finalement qui est habitué à aller en hôpital de jour tous les 2 mois, est-ce qu'il va accepter plus facilement un traitement oral quotidien ou sous-cutané toutes les 10 semaines? C'est pas certain. Il y en a qui vous disent moi j'y vais une fois tous les 2 mois, je retrouve mes copains, on discute, et pendant 2 mois je suis tranquille, j'ai pas d'autres traitements. Donc déjà ce premier traitement reçu va potentiellement impacter votre seconde ligne. Alors, élément également très important à prendre en compte dans votre choix de thérapeutique. En France, on est régi par ça, notamment pour la première ligne, c'est le périmètre de remboursement. Dans la rectocolite hémorragique, vous n'avez pas 50 possibilités. Vous avez soit le choix des anti-TNF-alpha, et pendant longtemps, on n'a eu que ça. Et depuis plus récemment, vous avez le vedolizumab qui est également autorisé en première ligne. Et après, pour les secondes lignes, on pourra utiliser un petit peu ce qu'on veut. Caroline en a parlé, il y a des nouveaux médicaments qui arrivent et qui vont élargir notre panoplie avec les anti-JAK sélectifs, les anti-L23, un peu plus tard probablement les antagonistes de la S1P, c'est l'ozanimod par exemple, qui sont des molécules qui vont bloquer, en fait séquestrer les lymphocytes dans les ganglions et leur éviter d'exercer leur action pro-inflammatoire. Donc on va voir pas mal de choses. Donc cette étude, vous l'avez tous vu, c'est l'essai Varsity qui était le premier essai face-face dans la rectocolite hémorragique chez les patients bio-naïfs. Dans l'étude, il y a eu quand même 20% de patients qui avaient eu une première ligne d'anti-TNF et qui comparaient l'adalimumab. Alors Takeda, ils ont été malins sur ça, ils n'ont pas choisi probablement le meilleur anti-TNF dans la RCH, qui est l'infliximab, mais ils ont pris l'ADA,
qui était comparé donc, au vedolizumab avec une posologie standard telle que recommandée par l'AMM, aucune optimisation de traitement possible dans les deux bras pendant 1 an et droit aux corticoïdes. Et cet essai donc, s'est retrouvé positif et a montré que le Vedo faisait aussi bien que la rectocolite hémorragique et ça leur a permis d'obtenir la première ligne dans les RCH, donc ce qui est bien puisque ça élargit notre panel thérapeutique chez ces patients. Alors, c'est vraiment voilà, la seule étude face à ce qu'on a. Après, quand on n'a pas ça, qu'est-ce qu'on peut regarder dans la littérature? On va compiler les essais, on va regarder les méta-analyses, qui sont quand même des études assez robustes, sous réserve que les essais comparés aient un petit peu le même design. Si vous comparez des essais qui n'ont strictement rien à voir les uns avec les autres, donc pas la même population inclue, pas le même design, etc., on peut conclure à un petit peu tout ce qu'on veut. Mais dans cet essai, dans cette méta-analyse que vous avez vue de Singh, ce qui ressort clairement en première ligne comme le plus efficace, c'est l'infliximab. Donc je pense qu'on a peut-être tendance à un peu l'oublier en première ligne de la rectocolite avec tous les nouveaux traitements sous-cutanés parus. Mais l'infliximab marche très bien dans la rectocolite hémorragique. Après, vous avez le Vedo. Et quand on regarde l'adalimumab, il est quand même un petit peu en queue de peloton. Et il y a probablement beaucoup de patients encore traités en première ligne avec des anti-TNF sous-cutanés comme l'ADA. C'est peut-être pas la meilleure solution à l'heure actuelle. Une autre méta-analyse sur la droite de l'étude qui confirme exactement les mêmes choses. Après, une méta-analyse autre parue dans Gut en 2021 qui s'intéressait cette fois-ci à des patients en échec d'une première ligne d'anti-TNF, un ou plusieurs. Là, vous voyez, comme l'a dit Caroline un petit peu avant, que les médicaments qui sont les plus efficaces, eh bien, ce sont les anti-JAK. Vous avez l'UPADA qui arrive en force, le TOFA qui était bien, et l'ustekinumab qui marche également très bien. Et méta-analyse dont on vous a également parlé, qui est l'essai LASA paru dans Lancet Gastro, qui vous montre qu'en première ligne de biothérapie, ce qui marche très bien, c'est toujours l'infliximab. On a l'ozanimod, qui est un anti-S1P, mais bon, qu'on n'a pas encore à disposition, donc on va le passer. Et un petit peu moins bien, mais qui marche bien, on a derrière le Vedo, l'Ustec et le golimumab. Et chez les bioexposés, c'est le TOFA et l'Ustec, donc c'est ce qu'on voyait déjà dans l'étude de Singh, qui marche bien en seconde ligne. Donc on a quand même des recommandations qui ont été récemment publiées dans l'hépatogastro avec le GTED. Donc c'est des recos qui restent assez classiques. On vous dit que chez le patient naïf d'immunosuppresseur, vous savez que dans l'AMN, normalement, il faut utiliser d'abord les traitements conventionnels et notamment l'azatioprine. Moi, on pourra en discuter, mais c'est vrai que c'est quelque chose que je fais de moins en moins. Après, donc, vous avez tous les anti-TNF, vous avez le Vedo. Et pour votre seconde ligne, ce qui va être important, c'est de savoir quel est le mécanisme d'échec à votre première ligne. Est-ce que c'est une non-réponse primaire? Est-ce que c'est un problème d'intolérance ou d'immunisation? Est-ce que c'est une perte de réponse secondaire? Donc après échec en situation en fait, de non-réponse primaire ou d'intolérance, on va volontiers aller vers le Vedo, l'Ustec ou du TOFA. Et après échec du Vedo, si vous avez opté pour cette solution en première ligne, vous pourrez utiliser l'anti-TNF, l'Ustec ou le TOFA. Ce qui est sûr, si vous utilisez les anti-TNF, c'est que la combothérapie fera mieux que la monothérapie. Ça, c'est particulièrement vrai pour l'infliximab. Pour ceux qui utilisent les anti-TNF sous-cutanés, je pense qu'on perd un petit peu l'intérêt du côté sous-cut si on impose un médicament avec un profil de tolérance moins bon. Et pour les autres molécules, que ce soit le Vedo, l'Ustec ou le TOFA, il n'est pas recommandé de faire de la combothérapie. Alors ça, c'est ma vision à moi, ce que je fais en pratique de manière un peu schématique. Quand je vois un patient, j'ai déjà regardé son profil, quel âge il a, est-ce qu'il a plus de 65, 70 ans, est-ce qu'il y a des antécédents de cancer de moins de 5 ans, est-ce qu'il y a une insuffisance cardiaque. Donc si c'est le cas, je vais éviter les anti-TNF et partir sur autre chose. Patient qui n'a pas ce type de profil, qui a une RCH modérée à sévère, en première intention, je pars beaucoup maintenant sur le Vedo ou l'infliximab sous-cutané. Vous savez qu'on l'a maintenant depuis quelques temps par voie sous-cutanée. Moi, je ne fais pas forcément de la combo, et c'est un médicament qui marche très très bien. En cas de manifestation extra-intestinale, il faut rester classique avec les anti-TNF, parce que le Vedo ne marchera pas sur les manifestations notamment articulaires. Et en cas de colite aiguë grave, là, je pense qu'il faut rester classique avec l'infliximab en combothérapie. Et en seconde ligne, quand ces médicaments ne marchent pas, vous aurez le choix entre l'ustekinumab, moi je fais beaucoup d'Ustec en deuxième ligne qui marche très bien, ou après un autre anti-TNF ou les anti-JAK. Pour ce qui est du Crohn, il y a un peu moins de choses. Première ligne, vous n'avez pas le choix d'utiliser autre chose que les anti-TNF, c'est le périmètre de remboursement. Et en seconde ligne, vous pourrez changer d'anti-TNF, faire du Vedo, faire de l'ustekinumab. Là aussi, on va avoir beaucoup de choses qui vont changer courant 2023 avec l'arrivée des anti-JAK sélectifs. Alors, vous savez que le tofacitinib ne marche pas du tout dans le Crohn, mais l'UPADA
a montré une efficacité assez étonnante. On a vu publier les résultats donc, de l'étude de phase 3 dans les derniers congrès, avec une efficacité remarquable en induction et en entretien. Et les anti-L23, avec notamment le risankizumab, le guselkumab, etc., qui sont en bonne voie de développement pour nos patients. Alors ça, je vais passer un peu vite, c'est également une méta-analyse de signes qui compare un petit peu les différents traitements. Grosso modo, il y a le même profil d'efficacité. L'adalimumab, pour le coup, marche très bien dans la maladie de Crohn en première ligne, contrairement à la rectocolite hémorragique. Et là, je vous ai sélectionné une étude qui a été présentée au congrès ECHO cette année, que je trouve assez intéressante, parce qu'on n'avait pas de data qui comparait le vedolizumab et l'ustekinumab. Donc là, on était après échec d'un antithèse dans la maladie de Crohn, et c'est les résultats d'une étude qui est l'étude du GTQ. Le GTQ, c'est le GTED espagnol, en fait. Donc c'était une grosse étude. Ils sont partis de leur registre qui s'appelle ENEDA, qui est une cohorte multicentrique avec un suivi de 20 mois. C'était 755 patients déjà exposés à un anti-TNF qui débutaient soit un traitement par du Vedo, soit un traitement par ustekinumab. Et vous voyez dans cet essai qu'il y avait clairement une meilleure efficacité de l'ustekinumab comparativement au vedolizumab. Donc on a quand même un consensus français, pas tout le monde aime les algorithmes, mais bon, ils ont quand même le mérite d'exister et de vous guider un petit peu dans votre pratique pour la prise en charge de la maladie de Crohn modérée active. Alors en première ligne, vous voyez qu'on ne retrouvait pas dans cet arbre de place pour l'azatioprine, et en situation d'intolérance, de corticodépendance ou résistance, on allait directement sur les anti-TNF. Lorsqu'ils marchent, on les garde en entretien. Et par contre, lorsqu'ils ne marchent pas, vous avez la possibilité de les optimiser d'emblée ou de vous aider du monitoring pharmacologique en fonction du profil de réponse que vous aurez, en fonction de vos taux résiduels. Vous allez adapter votre seconde ligne. En cas de taux bas sans immunisation, on va optimiser notre traitement pour essayer de regagner en efficacité. Lorsqu'on a un taux résiduel satisfaisant, sans immunisation, c'est probablement que l'inflammation passe par une autre voie, un autre mécanisme inflammatoire. Et à ce moment-là, vous voyez que le vote qui était retenu, c'était en deuxième ligne l'ustekinumab, plus que le Vedo, qui était placé après. Et par contre, quand on a une immunisation, si le taux d'anticorps est faible, on peut essayer de rajouter un immunosuppresseur. Par contre, quand on a des taux élevés, plus de 200 en anticorps et un taux qui est bas, ça ne marche souvent pas. Et là, on peut soit basculer vers un second anti-TNF, puisque c'est un mécanisme d'immunisation. Donc ma pratique dans la maladie de Crohn, pareil, profil de patient, je vérifie donc l'âge. L'âge, c'est essentiellement avec les anti-TNF pour le risque d'infection potentielle, cancer et insuffisance cardiaque, donc pas d'anti-TNF, et là vous aurez le choix entre l'Ustec et le Vedo. Si on a un Crohn colique, le Vedo peut avoir sa place et marche correctement. Sur du Crohn grélique, c'est vraiment deux pathologies différentes, et vous savez que le grêle est beaucoup plus difficile à faire cicatriser, et moi, donc je pars plus volontiers sur l'ustekinumab à ce moment-là. Maladie de Crohn modérée à sévère, on peut tout à fait rester sur un anti-TNF. En sous-cutané, ça marche très bien. Moi, en seconde ligne, je fais plus volontiers de l'Ustec. En cas de manifestation extra-intestinale, en cas d'atteinte grélique extensive, d'atteinte rectale sévère, je privilégie l'anti-TNF en première ligne, tel que recommandé et remboursé, puis l'Ustec en seconde ligne. Et pour les patients qui ont des LAP, là, pour moi, il n'y a pas tellement de discussion. Il faut rester classique avec de l'infliximab par voie intraveineuse et de l'azatioprine. C'est qu'il nous faut des taux suprathérapeutiques à plus de 10 en taux résiduel d'infliximab. Et si ça ne marche pas, j'ai tendance à aller vers de l'Ustec, que je laisse également en combothérapie. Alors la séquence, puisqu'on parlait de séquencing, est-ce qu'elle a un impact sur l'efficacité? Finalement, pourquoi des traitements qui ont des mécanismes d'action différents vont être moins efficaces en seconde ligne? Alors ça, on n'a pas beaucoup de réponses. Il y a deux possibilités. L'échec du traitement, c'est finalement que c'est une maladie qui est très sévère. On a tous des patients, quel que soit le traitement qu'on utilise, ça ne marche pas, on est en échec de tout. Ou alors, est-ce que finalement, la première ligne va modifier la réponse immunitaire, modifier les récepteurs exprimés par les lymphocytes? Et à ce moment-là, quel est le médicament utilisé en première ligne? Il n'y a pas beaucoup de réponses à ça. Ce qui est très intéressant, c'est que le GTED, là, sous l'impulsion d'Anthony Buisson, va lancer une étude qui me semble très intéressante dans la RCH, qui s'appelle l'étude STARTER. En fait, dans cette étude, vous voyez qu'il y a 4 bras de randomisation qui vont dépendre un petit peu de l'objectif qu'on veut se donner. Il y a un bras qui est dit où on privilégie l'efficacité, c'est le bras du haut, et vous voyez que là, on commence par de l'infliximab.
Si jamais dans le suivi ça ne marche pas, on va passer sur un anti-JAK, le TOFA, puis l'USTEC derrière, et en dernière ligne, le VEDO. La seconde ligne, c'est finalement, on privilégie la tolérance, et donc là, les patients reçoivent de l'USTEC en première ligne, puis du VEDO, de l'Inflix, et en dernière place du TOFA. Le troisième bras, c'est un petit peu ce qu'on fait selon les recos françaises actuelles, avec du VEDO en première ligne, de l'infliximab en seconde ligne, du TOFA en troisième ligne et de l'USTEC. Et enfin, un bras où on privilégie l'acceptabilité du patient en se disant en première ligne, les patients préfèrent un traitement oral, donc le TOFA en première ligne, puis après le médicament qui est le plus acceptable, puisque très espacé en termes d'injection, l'USTEC, puis le VEDO, puis l'infliximab. Donc ça, c'est une étude qui va commencer sous peu, donc il n'y a pas pour l'instant du tout les résultats, mais ça sera, je pense, très intéressant pour guider notre thérapeutique ultérieure. Donc en conclusion, il faut essayer de personnaliser et d'adapter notre proposition thérapeutique à chaque patient, et notamment en prenant en compte ce que lui préfère comme voie d'administration. Pour le moment, on est bien sûr guidé par le périmètre de remboursement, donc en première ligne, on est encore assez limité. Et le choix de votre traitement repose vraiment sur le triptyque efficacité, safety, acceptabilité. Et l'impact de la séquence thérapeutique, comme je viens de vous le montrer avec cette avant-dernière diapositive, est encore inconnu, et donc on a des nécessités d'essais interventionnels. Je vous remercie. On a la place pour des petites questions, même si on est un peu en retard. En attendant, je ne sais pas si vous avez des questions, c'est compliqué. Hein, non, finalement, la maladie de Crohn, c'est assez simple, c'est plutôt anti-TNF en L1 et L2, plutôt ustekinumab. La difficulté, c'est plutôt finalement la RCH. Donc la RCH, je résume, hein, mais c'est plutôt donc, le choix entre deux molécules, VEDO et infliximab, en première ligne, en sachant que l'inflex a peut-être des préférences dans des situations un peu plus graves, de colite sévère, de colite grave ou de forme de corticorésistance que le VEDO. Et la question, après, c'est la L2, c'est ça, c'est là où c'est plus compliqué, c'est beaucoup plus ouvert. Ma question, c'est quand tu choisis le vedolizumab finalement en première ligne, où est-ce que tu mets la place des anti-TNF? Parce que il y en a qui ont tendance maintenant, finalement, quand on a les méta-analyses, à choisir en L2, finalement, soit du ustekinumab ou du TOFA, et finalement, ce traitement anti-TNF par infliximab se retrouve repoussé loin. Alors, les anti-JAK, je les positionne un peu en queue de peloton, plus pour le problème de tolérance. Après, sur la seconde ligne, je vais regarder un petit peu, comme tu dis, l'extension de la maladie, la sévérité des lésions. La CRP, la CRP, c'est vraiment un marqueur de sévérité. Donc, un patient qui va avoir une CRP élevée, je vais avoir tendance à partir sur de l'anti-TNF. Un patient qui a une CRP qui reste peu ou pas élevée, je privilégie la tolérance et l'USTEC, quand même, qui marche très bien. S'il vous plaît, vous avez parlé de la combothérapie. Quelle que soit la biothérapie utilisée, et la durée de l'immunosuppression. Est-ce que c'est 6 mois? Est-ce que c'est 1 an? Est-ce qu'il y a possibilité d'arrêter la biothérapie et de maintenir l'immunosuppression s'il y a difficulté de procurer les médicaments? Est-ce que vous avez cette expérience? Alors, moi, combo, je le fais exclusivement avec l'infliximab, IV, avec le sous-cut. Il y en a qui le font, d'autres qui ne le font pas. Il y avait des données préliminaires qui montraient que l'immunogénicité était un petit peu moindre avec l'infliximab par voie sous-cutanée. Donc moi, c'est vrai que je fais peu de combos avec l'infliximab sous-cut. Donc quand je fais de la combothérapie, c'est que avec l'infliximab IV. Je ne le fais pas avec les autres biothérapies, sauf, comme je l'ai dit, dans le cas des lésions anopérinéales, où là, je fais infliximab IV plus azatioprine. Et si je dois changer de biologique, je fais de l'USTEC en deuxième ligne et je laisse l'azatioprine. Après, pour la durée, alors ça, c'est un petit peu discuté. Moi, c'est vrai que je fais en général 3 à 6 mois, puis j'ai tendance à arrêter, parce que l'immunisation, en général, elle est assez précoce dans le cours évolutif. C'est vraiment au début que ça se fait. Donc après 3 à 6 mois, soit je baisse de dose, et ça, il y avait des travaux de Xavier Roblin qui montraient que même à demi-dose, on a finalement une efficacité qui ne modifie pas tellement l'immunogénicité. Donc voilà, je fais 3 à 6 mois de combo, puis j'essaie de l'arrêter. Et non, c'est vrai que j'ai tendance, moi, à arrêter la thiopurine pour des raisons de tolérance et d'effets secondaires qu'on a beaucoup moins avec les anti-TNF. Et il y a des essais récents, notamment l'essai SPER, qui avait bien montré que quand on avait le choix, en fait, au bout d'1 an de rémission, de poursuivre la combothérapie, d'arrêter l'infliximab ou d'arrêter l'Immurel. Et c'est dans le bras où on a arrêté l'infliximab où on était le plus embêté. Donc moi, j'arrête plus la thiopurine. Et on reviendra sur cette étude. Guillaume, il va la présenter tout à l'heure.
Voilà, ok. Bon, ben écoute, une dernière question, puis après il faut qu'on enchaîne parce qu'on va être en retard. En seconde ligne de l'app, dans le cron, c'est là. Où Oui, Michel, on te voit, ouais. Tu laisses la combo avec l'USTEC aussi. Ouais, je laisse avec l'USTEC pour se mettre vraiment, parce que c'est une localisation qui est particulièrement compliquée à prendre en charge, et donc je me mets vraiment dans les meilleures conditions. Parce que même si on dit que c'est moins immunogène, il y a quand même des anticorps anti-adalimumab, anti-ustekinumab, anti-vedo. Donc je me mets vraiment dans les meilleures conditions pour ne pas avoir ce problème-là en plus. On peut une courte, juste. Mais non, vraiment 10 secondes. 10 secondes. Juste courte. Très courte. Avant de changer de ligne, qu'est-ce que tu fais systématiquement? Juste tu attends une rémission clinique ou tu vérifies comment qu'il y a une rémission endoscopique? Dans quelle pathologie? Les RCH. RCH, alors RCH, en fait, RCH, je les suis de très près, et donc la réponse clinique, le premier truc, c'est réponse clinique rapide, 15 jours à mois, il faut qu'il y ait une réponse clinique. Dans les 1 à 3 mois, c'est l'obtention, enfin, 3 mois, c'est l'obtention de la rémission. À côté de ça, on les monitore avec la CRP et la calprotectine. Et le bilan endoscopique, je vais le faire entre, on va dire, plus maintenant vers 6 mois que 3 mois. Et dès l'instant où j'ai eu tous ces critères-là avant, la réponse clinique, puis la rémission, la normalisation des marqueurs. Si par contre, à 6 mois, j'ai un patient où il y a toujours des lésions significatives endoscopiques, là, je change, ou j'optimise. Merci Jérôme.